Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Amadou Bayo, je suis le président actuel de l'association Gandal. Comment trouver la filière qui nous correspond? Dans quel établissement d'enseignement supérieur s'inscrire? Quel parcours d'études suivre? Comment organiser son parcours professionnel? Au final, comment trouver sa voie? Voici des questions que nous nous sommes tous posées et que d'autres jeunes peuvent encore se poser. Pour aider les jeunes à répondre à ces questions, Gandal a lancé un projet d'aide à l'orientation, qu'on peut au fait résumer en 3 mots. Informer, faire découvrir et accompagner. Informer en mettant l'information à la disposition de tout le monde, par exemple notre cartographie qui répertorie tous les établissements d'enseignement supérieur en République de Guinée. Faire découvrir, c'est-à-dire connaître les métiers, c'est ce que nous faisons ce soir. Vous aurez les détails dans quelques instants. Et accompagner à travers, par exemple, des ateliers de rédaction des CV, des lettres de motivation et aussi des programmes de mentorat. Aujourd'hui, nous commençons donc une série d'entretiens diffusés en live sur nos réseaux. Durant ces entretiens, des professionnels viendront partager leur expérience. Nous parlerons de leurs galères, de leurs réussites, mais aussi donnerons des conseils. Pour la première fois, nous avons la chance d'être accompagnés d'Alimatou Diallo Ba, qui nous fera découvrir un métier très intéressant, surtout dans un contexte de crise sanitaire, qui est le métier de spécialiste en santé publique. Bonsoir, ma très chère sœur Alimatou. Je pense que ma sœur a oublié de désactiver son micro. Oui, bien sûr. Bonsoir, Bayo. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ok, super. Alimatou, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bien, alors, je m'appelle Alimatou Diallo, Madame Ba Alimatou Diallo. Je suis mariée et mère de 2 garçons et je suis spécialiste en santé publique. Parfait, parfait, parfait. Ça, c'était une présentation très brève. Du coup, Alimatou, déjà, je commence par te remercier parce qu'on t'a contacté à la dernière minute et tu as dit oui. Je tiens à les signaler devant tout le monde et c'est important que nous, jeunes Guinéens et Africains, nous entreprenons des initiatives comme ça et que nous nous entraidons pour pouvoir vraiment partager notre connaissance, notre savoir avec nos frères et sœurs. La première question que je vais te demander, Alimatou, peux-tu nous parler de ton parcours scolaire? Très bien, merci. Merci à vous aussi de m'avoir invité. C'est à la dernière minute, je ne peux rien refuser à l'appel de mes amis que vous êtes, d'une ONG aussi noble, avec des objectifs aussi nobles. Donc, c'est tout à fait normal pour moi d'accepter de vous accompagner. Alors, donc, par rapport à mon parcours scolaire, il n'y a rien d'atypique. Hein. J'ai eu mon bac ici en Guinée, au lycée Sainte-Marie. Voilà, ensuite, j'ai été orientée, comme ces jeunes en ce moment, j'ai été orientée en médecine à l'université Kofi Annan de Guinée. J'ai fait une première année médecine. Et donc, au cours de l'année, j'ai candidaté à Campus France, où j'ai été admise. Et donc, on sait tous comment ça se passe avec la médecine en France, donc ce n'est pas toujours évident. Et donc, j'ai eu une admission en biologie et je suis partie à l'université de Franche-Comté à Besançon. J'ai fait une année de biologie, disons que c'était des cours, c'était un enseignement général avec, donc on appelait ça sciences de la vie et de la terre. Donc, je me retrouvais avec des cours de physique, chimie, écologie, géologie, qui s'éloignaient un tout petit peu de mon objectif de base. Et du coup, j'ai fait une première année quand même. Et ensuite, j'ai commencé à chercher à avoir des passerelles pour me rapprocher un peu plus de mon objectif. Et donc, c'est là que j'ai eu, à travers des amis qui étaient déjà à Nancy, des informations sur la faculté de médecine qui formait des professionnels de santé et qui, à la suite, pouvaient être spécialistes en santé publique.
Et donc là, j'ai candidaté à l'Université de Lorraine et j'ai été admise aussi. Donc, ensuite, j'ai fait une licence en ingénierie de la santé. Et par la suite, donc j'ai eu des informations sur la santé publique et je me suis orientée vers cette santé publique qui se rapprochait plus de la médecine que je voulais faire à la base. Donc, j'ai un bac+2 en santé publique spécialisé en promotion de la santé. Voilà. C'est top. Quel beau parcours. Quel beau parcours. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est aussi ta capacité à rebondir. Initialement, tu as voulu faire médecine, mais tout de suite, tu ne t'es pas laissé décourager, tu as bifurqué vers autre chose que la biologie pour enfin atterrir en santé publique, qui est ton domaine aujourd'hui. C'est vraiment un beau parcours qui peut en inspirer plus d'un. Ouais. Et parle-nous aussi de ton parcours professionnel. Depuis combien de temps tu travailles? Alors, disons que je travaille depuis, j'ai commencé en 2016. D'accord. Donc, disons que ça fait 5 ans, 6 ans, 5 ans. D'accord. Voilà, donc mon parcours professionnel, donc à l'issue de mon master, enfin à la fin de mon master, je devais faire un stage de 6 mois. Donc, j'ai réalisé dans une association à Nancy, une association qui s'occupait qui gérait des questions d'addiction. Il s'appelait à l'époque Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie. Donc, voilà, j'ai fait 6 mois de stage dans cette association-là. Et ça m'a permis de faire un mémoire et de soutenir mon master. Ensuite, donc j'ai été rappelée par cette entreprise-là, par cette association, où j'ai travaillé 1 an. Et donc, à la fin de ces 1 an, donc Alors. D'accord. Donc, voilà, donc ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an en tant que chargée de prévention régionale pour le Grand Est. Donc, le Grand Est, c'est la Lorraine, Champagne-Ardenne et je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'était la Lorraine et la Champagne-Ardenne. On comprend, on reste dans la Lorraine, quoi. Voilà. Voilà, et l'Alsace. Voilà. L'Alsace, voilà, exactement, c'est ça. Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Voilà, Ouais, donc pour le Grand Est. Et donc, j'étais chargée de prévention régionale. Et ensuite, au bout d'1 an, pour des raisons professionnelles, donc pour des raisons familiales plutôt, donc j'ai décidé de rentrer en Guinée. Et donc, je suis rentrée en Guinée. Ensuite, j'ai candidaté dans une institution internationale où j'ai d'abord été chargée de plaidoyer pour un projet spécifique. Ensuite, au bout de 2 ans, je suis passée chargée de partenariat. Donc, depuis 1 an, je suis chargée de partenariat santé dans cette institution internationale. Un beau parcours professionnel. Hein. En 5 ans, tu as pu toucher à pas mal de choses depuis tes expériences en France. Et quand même aussi, je tiens à souligner cela, tu as quand même décidé de rentrer au pays pour pouvoir exercer là-bas. C'est quelque chose qui peut inspirer plus d'un parmi nous ici. Donc, c'est très louable. Et en fait, ce métier de spécialiste en santé publique, en fait, je pense qu'il va beaucoup intéresser aussi les jeunes et les moins jeunes qui veulent faire ce métier. Hein. En quoi ça consiste au quotidien? Toi, ton quotidien, c'est quoi ta journée type ou tes journées types, s'il y en a plusieurs? Ok, alors, il y en a plusieurs. Alors, un spécialiste en santé publique, c'est un homme de terrain, c'est un humanitaire. L'OMS décrit un peu la santé publique comme étant la science qui prévient les maladies. Et particulièrement les multiples facteurs qui la déterminent. Donc, ça peut être la maladie qui prévient la maladie. Le spécialiste de santé publique intervient avant, pendant et après la maladie. Donc, avant pour la prévenir, pendant pour essayer de trouver des solutions soignées et après pour empêcher que la maladie revienne. Donc, c'est ça un spécialiste de santé publique. Alors, moi, en tant que tel, donc comme je le disais, depuis mon retour en Guinée, je suis plus dans le domaine du partenariat, du plaidoyer, et je travaille sur des projets justement d'urgence sanitaire. Notre pays est un pays, de par sa position, qui a une histoire, un passé lourd, un lourd passé en lien avec les épidémies. On a tous connu, on devait être encore jeune, mais il y a eu plusieurs épidémies de choléra en Guinée,
de méningite, de fièvre jaune, voilà. Et donc, depuis 2013, disons 2014, il y a Ebola. Il y a eu Ebola. Et donc, je pense d'ailleurs que ça a été déterminant dans mon choix de faire la santé publique aussi. Donc, je travaille plus dans le domaine des urgences sanitaires. Et mon rôle principal, disons, c'est de mettre en relation l'institution pour laquelle je travaille avec des partenaires extérieurs. Donc, des partenaires extérieurs, ça peut être le ministère de la Santé, ça peut être des structures, des ONG. Et en fait, je représente l'institution dans des instances qu'organisent les partenaires extérieurs, où mon rôle principal est de défendre le positionnement de cette institution-là dans les urgences sanitaires. C'est-à-dire que notre cible, c'est les populations mobiles, les populations migrantes, donc que ce soit à Conakry ou au niveau des frontières. Donc, il y a tout ce qui est installation de points de contrôle sanitaire, tout ce qui est sensibilisation des populations mobiles. Et plus récemment, j'ai contribué à la vaccination contre la COVID, où j'ai géré un site de vaccination. Donc voilà, c'est comme je disais, la vaccination, par exemple, c'est un outil de prévention. Donc, comme je disais, le spécialiste, il agit avant, pendant et après la maladie. Donc, voilà un peu une journée type. J'arrive au bureau le matin et puis je note sur mon petit bloc-notes les tâches que j'ai. Et donc, ça peut être une réunion avec un partenaire extérieur. Après, à l'issue de cette réunion-là, il faut faire le compte-rendu de la réunion. Il faut dire ce qu'on a fait, les prochaines étapes. Et après, s'il y a des activités sur le terrain, il faut aller sur le terrain pour pouvoir superviser les activités, s'assurer que tout se passe bien. Et après, revenir au bureau, faire un compte-rendu encore. Alors, le spécialiste de santé publique, il doit avoir des qualités rédactionnelles très, très importantes, très fortes qualités rédactionnelles, parce qu'il y a beaucoup de rapports à faire, beaucoup de rapports d'activité à réaliser. Donc, voilà, en gros, je pense de façon un peu ramassée, toutes les activités que je peux mener en une journée. D'accord, d'accord. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, c'est un homme du terrain, c'est quelqu'un qui va au contact des populations, qui va pouvoir discuter avec eux, qui va faire des rapports. Tu nous as parlé justement des qualités à avoir. J'ai noté les qualités rédactionnelles. Est-ce qu'il y a d'autres qualités qu'il faut avoir pour ce métier? Alors, des qualités rédactionnelles, oui, des qualités d'être à l'aise à l'oral, parce que un spécialiste en santé publique, c'est quelqu'un qui sensibilise aussi, qui part des représentations des personnes pour pouvoir les faire évoluer. Donc, c'est quelqu'un qui doit être capable de convaincre son interlocuteur sur une analyse en fait, sur des outils qui ont été définis avant, donc qui donnent des informations vraies à des populations qui en ont besoin. D'accord, voilà. D'accord. C'est très intéressant. On a justement une question du public qui demande si on veut faire, quel parcours faut-il faire en Guinée pour être spécialiste en santé publique? D'accord. Alors, j'avoue que c'était une de mes difficultés au départ. Je disais à Tigui que je ne connaissais pas trop comment ça se passe ici, mais entre hier et aujourd'hui, je me suis renseignée. C'est super, c'est ça. Donc, en Guinée, pour être un spécialiste en santé publique, il y a deux manières pour l'être. Donc, la première, c'est faire la médecine, donc la faculté de médecine. Et à la fin de son parcours, lorsqu'on a soutenu qu'on est médecin d'État, on peut avoir accès au master en santé publique. Donc, au master en santé publique, 2 ans de santé publique. Et la deuxième manière, c'est de faire d'autres filières sanitaires, que ce soit biomédical, je ne sais plus trop, en tout cas, ou pharmacien, donc médecin ou pharmacien. Et il faut être médecin ou pharmacien, ensuite faire les deux masters, ou alors faire d'autres filières, donc biomédicales ou je ne sais plus trop ce qu'il y a d'autre, mais en tout cas une filière sanitaire avec un niveau de licence et un minimum d'expérience. Ensuite, on accède au Master 1 et Master 2 qui nous permet d'avoir le titre de spécialiste en santé publique. D'accord. Est-ce que tu connais quelques institutions d'enseignement supérieur en Guinée dans lesquelles on peut faire ces filières-là, par exemple médecine, biologiste ou… Voilà, alors c'est l'université de Gamal, l'université de Gamal et l'université de Kofi Annan qui propose ces formations-là. Alors, il y a un autre centre qui se trouve à Mafereya,
Je pense que c'est le centre d'excellence je ne sais plus trop le nom exact, mais je pourrais le mettre après en commentaire. Super. Et voilà, donc c'est les 3 structures-là qui sont, voilà. L'autre truc que je tenais à préciser, c'est qu'avant, ces formations-là n'existaient pas forcément en Guinée. C'est avec l'événement des épidémies récentes, donc de Ebola, Covid, c'est à ce moment-là que ces formations ont été ouvertes. Donc, voilà. Donc, Gamal, par exemple, ils sont peut-être à la 2e ou à la 3e cohorte de formation. D'accord. Donc, voilà en gros. Donc, c'est très bien. Donc, on comprend là par aussi que les établissements d'enseignement supérieur s'adaptent aussi à la situation. Donc, tu as noté à juste titre toutes les épidémies qu'on a rencontrées en Guinée. D'ailleurs, moi-même, j'avais oublié, mais je me souviens de ça tout petit, les épidémies de choléra qui revenaient à chaque saison pluvieuse, la dysenterie, toutes ces épidémies-là, effectivement. C'est vrai que Ebola est venu, ça a tellement fait pchit qu'on a oublié tout cela. Et aujourd'hui, on a les Covid également, avec des virus qui mutent sans cesse. Et comment... En tant que spécialiste en santé publique, justement, comment appréhender toutes ces mutations-là, tous ces changements et toutes ces nouvelles maladies plutôt qui arrivent sans cesse? Comment préparer la population à ça? Quels sont les bons gestes à adopter, en fait? Alors, les bons gestes, comme on le dit, c'est les gestes barrières, c'est se laver les mains, se protéger les autres. Par exemple, pour la COVID, tousser dans le coude, mettre un masque, se vacciner. Dieu merci, on a en ce moment le vaccin, donc se vacciner, se laver régulièrement les mains, porter le masque, tousser dans le coude. Donc, en fait, il y a des gestes au quotidien qu'il faut adopter. Donc, par exemple, le lavage des mains, il revient tout le temps. Le lavage des mains, que ce soit Ebola, choléra ou les autres. Voilà, donc il y a plein de messages, comme je le disais, basés sur du vrai, du concret qu'il faut transmettre aux communautés. Tout à fait, tout à fait. Et sinon, pour ce qui est des pouvoirs publics, justement, quelles sont, à ton avis, à travers ton observation, quelles sont les mesures ou comment dire ça, les mesures à prendre pour pouvoir prévoir? Est-ce qu'il y a déjà des choses efficaces qui existent aujourd'hui? Et si tu devais proposer de nouvelles mesures à mettre en plus de ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu proposerais? Alors, je pense que la Guinée a quand même la chance d'avoir des structures fortes. Je parle de la COVID là. C'est vrai qu'on ne parle plus de la période avant Ebola. Donc, la COVID est venue à un moment où la Guinée avait déjà pris des mesures spécifiques par rapport à Ebola. Et donc, COVID est venu à un moment où les gens ont été formés, comme je le disais. On a la chance d'avoir l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui est quand même assez outillée, assez formée. Donc, je pense que même au niveau sous-régional, quand vous voyez la gestion de la COVID, il faut dire que la Guinée a eu quand même une certaine avance dans la gestion de la COVID. Voilà, donc il y a, sincèrement, tel que c'est aujourd'hui, tout ce que je demanderais, ce serait la collaboration des populations. Et ça, je pense qu'on l'a vu avec l'engouement qu'il y a eu derrière la prise du vaccin. Et donc, voilà, ça a permis d'avoir une tendance à la baisse de l'épidémie de COVID. Et vous avez vu Ebola qui est arrivé tout de suite, on a pu détecter tout de suite, on a pu prendre en charge, mettre en place des mesures barrières. Donc, tout ça, ça prouve que le système de santé, je ne dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, dans la gestion des urgences sanitaires, nous avons une expérience qui est remarquable. Tout à fait, ça c'est top, ça c'est top. Et j'aimerais te poser cette question-là, si toi tu devrais revenir en arrière, est-ce que tu aurais fait le même choix avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Alors, il faut dire que mon objectif de base, alors depuis toute petite, je disais à tout le monde que je voulais être médecin pédiatre pour sauver des enfants en pays de guerre. Alors, c'était très ambitieux. Mais... Un pays de guerre, c'est très spécifique. Un pays de guerre. Donc, voilà, mon objectif de base, c'était d'aider les gens. Parce que justement, on a grandi à une période où il y avait le génocide au Rwanda, il y avait beaucoup de guerres. Voilà, donc ça m'a un peu... j'ai voulu tout de suite aider ces enfants que je voyais pleurer à la télé de famine ou d'autres choses, de guerre. Et donc, mon objectif de base, c'est de pouvoir aider les gens. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu quelques obstacles dans mon cursus scolaire, mais j'ai pu
les réadapter. Et je voulais être médecin, je ne suis pas médecin, je suis spécialiste en santé publique. Un médecin, il peut voir 10 à 15 personnes par jour. Moi, à travers les actions de projets de santé publique que je fais, je peux toucher des milliers de personnes. Donc, voilà. Donc, en réalité, pour répondre à la question, je ne regrette absolument rien. Et je suis totalement fière de pouvoir dire qu'aujourd'hui, j'ai pu vacciner tel nombre de personnes et j'ai pu atteindre tel nombre d'objectifs, j'ai pu aider les gens. Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, c'est top. En fait, tu viens de répondre aussi à une question qu'on pose sur Facebook, c'est qu'est-ce qui t'anime au quotidien à faire ce métier? Donc, voilà, tu viens de répondre à cela. Donc, aider les autres et surtout aider à plus grande échelle. Et ton métier aujourd'hui te permet de faire ça à travers toutes les démarches que tu mènes sur le terrain. C'est vraiment top. Et toi, du coup, enfin, est-ce que, je vais poser cette question, mais peut-être en connaissant la réponse également, est-ce que tu as eu à faire appel à des conseillers d'orientation pendant tes études, comme tu as fait Sainte-Marie? Est-ce que ce genre de dispositif existait là-bas ou pas, des gens qui vous aidaient à mieux vous orienter après le bac? Alors, pas spécialement. Pas spécialement. Je pense que en France, ça existe, mais pas ici. Je n'en ai pas connaissance. Mais j'ai envie de te dire que même en France, ça existait, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas eu recours à ça. Ouais, tout à fait. Parce qu'on sait, en général, on sait ce qu'on veut. Exactement. Exactement. Non, c'est hyper important. Donc, ça, c'est l'un des déficits que Gandal a envie, en tout cas, de corriger à sa petite échelle, hein, en faisant appel à des gens comme toi pour partager leur parcours afin de pouvoir inspirer les plus jeunes. Bien sûr. Et je vais voir si on a quelques questions dans le chat. On me demande une question dans le chat. Comment se déroulent les opérations de sensibilisation auprès des populations? Est-ce qu'en général, vous êtes bien accueillis? Est-ce que les gens sont réticents? Quelle approche toi et tes collègues vous adoptez pour que les gens soient plus audibles, pour qu'ils soient plus comment dire, ouverts à vos messages? D'accord. Déjà, les gens, comme je le disais, je travaille dans une institution internationale. Donc, c'est souvent des institutions qui sont connues au niveau des communautés. Donc, ce n'est pas moi, Alimatou Diallo, qui me lève comme ça pour aller rencontrer Bayo pour lui dire « va te vacciner ». Et donc, on vient avec on vient avec un label, on vient avec une posture qui inspire la confiance un peu. Donc, également, c'est vrai que les gens, il y a des gens qui sont vraiment réticents. Il y a des gens pour qui, voilà, tu fais tout, ils ne t'écouteront jamais. Mais moi, personnellement, de mon expérience précédente en France où je travaillais avec une population quand même assez difficile qui était addicte à l'alcool ou aux différentes drogues, telles que le tabac, le cannabis. J'ai travaillé avec des jeunes en milieu carcéral. Mais voilà, parfois, tu as des gens qui ne veulent pas te parler. Et donc, tu les laisses. Parce que finalement, tu vas perdre du temps à vouloir parler avec quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, alors qu'il y a des gens, il y a une cible qui est là, qui n'attend que toi pour leur donner des vraies informations. Donc, il y a beaucoup de... La sensibilisation, c'est, voilà, tu le fais au feeling en fonction des personnes que tu rencontres. Et le plus important, c'est d'être vraiment précis et de donner un message vrai. C'est de donner de vraies informations. Ils vont te dire, oui, mais la COVID, ça tue, ça a tué beaucoup de personnes. Oui, ça tue, mais si on prend des mesures pour empêcher d'avoir cette maladie-là, on ne l'aura pas. Ou alors, même si on l'a, on ne développera pas des symptômes graves. Voilà comment ça se passe. C'est vrai que des personnes difficiles, on en rencontre tous les jours, mais voilà, le message et la posture qu'on prend vis-à-vis de cette personne-là fait qu'il y a une relation de confiance qui s'instaure et on arrive à réaliser notre mission en toute confiance. D'accord, parfait. Donc là, je rajoute une autre qualité qu'il faut avoir, en plus des qualités rédactionnelles, l'aisance à l'oral, mais aussi la capacité de peut-être de négociation, exactement, mais aussi surtout le respecter les gens. Je pense que ça fait qu'ils sont plus enclins à vous écouter. Et une autre question que j'ai, c'est si tu devais donner des conseils à un jeune qui te dit, tiens, il y a un jeune, je ne sais pas moi, il y a Siba aujourd'hui qui vient te demander, Alimatou, j'ai envie d'être spécialiste en santé publique, un jeune qui est
qui vient d'avoir son bac, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? La première chose que je lui dirais, c'est rien n'est facile, mais tout est possible. Alors, la première chose en termes de conseils que je donnerais à cette personne-là, c'est de s'assurer de faire le bon choix. C'est quoi s'assurer de faire le bon choix? Alors ça va au-delà du spécialiste en santé publique. Qui que ce soit, je m'adresse là à tous les bacheliers qui vont devoir faire des choix dans les prochaines heures, les prochains jours. Quel que soit le domaine, il faut s'assurer de faire le bon choix. Il faut s'assurer d'avoir, c'est quoi faire le bon choix? Faire le bon choix, c'est s'assurer d'avoir eu suffisamment d'informations et être sûr que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Ne pas juste être influencé par ce message que moi, je suis en train de transmettre ici. Pour moi, ça s'est très bien passé, mais pour Bayo, je ne sais pas si ça va bien se passer. Et donc, l'idéal, c'est vraiment de se renseigner suffisamment sur les valeurs d'un professionnel de santé publique, mais aussi les aptitudes qu'il faut avoir, que ce soit en santé publique ou dans tout autre domaine. Donc, alors, pour revenir maintenant à quelqu'un qui voudrait faire comme moi, qui voudrait être un spécialiste de santé publique, il faut savoir que, comme je le disais au départ, un spécialiste en santé publique, c'est un homme de terrain. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers les maladies, avec tout le risque de contamination qu'il peut y avoir, avec tout le risque d'agression qu'il peut y avoir, parce qu'on peut aller voir des gens qui ne veulent pas nous écouter. Donc, il faut être prêt à pouvoir aider les autres et ne rien attendre en retour. C'est un humanitaire dans l'âme. Il faut être altruiste, donc avoir de l'empathie pour les autres et avoir suffisamment de recul pour pouvoir affronter les obstacles. Comme je le disais, rien n'est facile, mais tout est possible. Tout à fait. En ayant la volonté et en s'investissant ardemment, on peut tout réaliser. Exactement. Exactement. Non, c'est très profond, toutes ces paroles-là. Et je vais te poser une question un peu provoque, tu n'es pas obligé de me répondre, mais est-ce qu'un spécialiste en santé publique gagne bien sa vie? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il faut dire que c'est un métier qui est assez rare, donc la ressource est assez rare de nos jours. Et il y a beaucoup de travail en Afrique. Il y a tout le temps, parce que juste peut-être, je sais que le temps nous est compté, mais juste peut-être par rapport à un médecin. Donc, un médecin se spécialise dans un domaine. Un spécialiste de santé publique est spécialisé dans plusieurs domaines, que ce soit des questions d'alimentation, de malnutrition, d'urgence sanitaire. Donc, en fait, il y a le besoin qui se présente un peu partout. Donc, le besoin, il est là et on nous achète au prix auquel on se vend. D'accord, très bien. donc, il faut bien se former pour pouvoir bien se vendre. Exactement. Ouais. Là, justement, il y a une question dans Facebook. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que le métier est très demandé en Guinée? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des débouchés? Chez qui on peut travailler, au fait, lorsqu'on fait ce métier-là aujourd'hui en Guinée? Alors, on peut travailler au ministère de la Santé, on peut travailler dans les institutions internationales, on peut travailler dans les hôpitaux, mais voilà, un spécialiste en santé publique, c'est quelqu'un qui touche à tout. Donc, voilà, que ce soit en gestion de projet ou en sensibilisation communautaire, voilà, communication, voilà, il y a beaucoup de domaines. Il y a l'épidémiologie aussi que je n'ai pas cité. Donc, l'épidémiologie, c'est tout ce qui est recherche clinique. Donc, voilà, tout ce qui est recherche des épidémies, proposer des solutions. Voilà, ça, c'est tout ce qui est vraiment biostatistique et autres. Donc, c'est vraiment un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir. Et notre Guinée, comme on l'a dit, hein, très bien positionnée avec beaucoup d'épidémies qui viennent partout, par-ci, par-là. Donc, D'accord. Non, c'est très bien ça. En fait, on avait prévu de s'arrêter à 30, mais je te propose qu'on prolonge encore de 5 minutes. C'est très intéressant. On a encore quelques questions du public. On va poser ces questions-là. On me pose une question. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien dans le monde du travail en général, mais surtout liées à ton métier, l'exercice de ton métier en Guinée? Alors, dans l'exercice de mon métier, plus spécifiquement, je suis beaucoup, en fait, avec des partenaires
avec donc la relation de l'institution dans laquelle je travaille et les partenaires extérieurs. Alors, il y a souvent des petites difficultés qu'on peut rencontrer parce qu'en termes de positionnement, peut-être parce qu'on pourrait voir l'institution pas très bien positionnée pour intervenir dans le domaine de la santé, ou voilà, parfois c'est pas, on dit oui, mais parfois c'est pas ton rôle de faire ça. Oui, mais en fait, c'est à moi aussi, quelque part, de pouvoir positionner cette institution-là dans les différentes instances du pays, au niveau du ministère. Mais aussi, plus spécifiquement, dans les activités de sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des gens qui sont réticents, mais voilà, de dialogue en dialogue, on peut trouver des solutions. D'accord, d'accord. Super, super. Il y a des difficultés, mais on peut bypasser ces difficultés-là en dialoguant toujours avec son interlocuteur, en essayant de les comprendre aussi, ce qui est important. Voilà, et comme la Guinée est quand même assez bien formée maintenant dans le domaine des urgences sanitaires, on rencontre peut-être très peu de difficultés, mais voilà, ça peut se régler. D'accord. Sinon, en termes de parcours scolaire, parce que, est-ce que, moi à l'époque, je me souviens que pour faire médecine, il fallait obligatoirement faire expérimental. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Quel type de bac faut-il avoir? Est-ce que tu as cette info-là? Moi, j'ai fait sciences expérimentales. D'accord, d'accord. Je ne sais pas trop, mais à mon avis, c'est toujours ça. Il faut avoir un parcours sciences expérimentales. Aux dernières nouvelles, j'ai vu à la télé qu'ils allaient réformer ces parcours-là. Maintenant, on reste à voir si ça va se faire pour avoir des domaines plus spécifiques avec des propositions de formation plus spécifiques. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Alors, je vais regarder si on a encore d'autres questions. Je regarde les questions dans Facebook. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Sinon, quel message tu pourrais lancer spécifiquement aux jeunes filles? Parce que nous, on a fait une conférence récemment lors duquel nous avons abordé le sujet du faible taux de rétention des filles à l'école. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on change de cycle scolaire, on perd beaucoup de filles en cours de chemin. Et quel message tu lancerais aux jeunes filles qui nous regardent ce soir par rapport à que ce soit l'exercice de métier, mais de façon générale, comment faire pour aller jusqu'au bout de ces études? Alors, de la persévérance. De la persévérance, parce qu'on sait tous comment ça se passe. Être femme dans un pays comme le nôtre est souvent un frein à l'épanouissement. Et il faudrait que, en fait, on demande à la jeune fille de faire plus d'efforts, 3 fois plus d'efforts que le jeune garçon. Et il faut accepter. Nous avons moi j'ai peut-être eu la chance de pouvoir de grandir dans un environnement où on ne fait pas de différence entre le jeune garçon et la jeune fille, mais il y a des personnes pour lesquelles c'est vraiment un défi tous les jours de pouvoir se lever, faire les tâches ménagères, aller à l'école, revenir, faire des tâches ménagères, voilà. Et puis pour tous, pour qu'à la fin aussi, que tu te retrouves marié à une personne que tu n'as pas forcément choisie et qui t'empêche de continuer tes études. Donc, c'est vraiment, pour ces personnes-là, c'est un défi tous les jours de pouvoir aller de l'avant. Et moi, je leur dirais de ne pas lâcher, de continuer parce que, voilà, comment dire, je comprends, il y a trop de passion là quand on parle de ce sujet. Il y a trop de passion. Voilà, c'est ça. Donc pour aller dans le même sens que toi, il y a peut-être aussi, il faut que les familles aussi accompagnent plus les filles. Voilà, qu'elles les déchargent de ces tâches ménagères à la maison pour qu'elles puissent mieux se focaliser sur les études. Et surtout aux jeunes filles, bien choisir son mari. De persévérer et de bien choisir leur mari. Voilà. De persévérer parce que rien n'est impossible dans la vie. Tout à fait, tout à fait. Rien n'est impossible dans la vie. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette phrase-là. Rien n'est impossible dans la vie à force de persévérer. Est-ce que tu as un dernier mot?
Un dernier mot, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Et je vous souhaite vraiment plein succès parce que ce que vous êtes en train de faire est louable. Et je reste disponible, en tout cas, pour vous accompagner pour toutes les activités que vous pourrez éventuellement mener en Guinée. Si ça peut servir, pourquoi pas. Je vous accompagnerai, Inch'Allah. En tout cas, merci infiniment, ma sœur Alimatou, pour ta disponibilité, ta gentillesse et surtout pour nous avoir éclairés ce soir. Nous avons appris, nous, mais j'en suis sûr aussi que les jeunes qui nous suivent aujourd'hui ont beaucoup appris. Donc, Frantz Fanon le disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc, nous, chez Gandal, notre mission actuelle, c'est de vous aider à trouver votre voie à travers ces séries de lives sur les métiers. Nous allons continuer à inviter d'autres professionnels dans divers domaines, que ce soit le droit, que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit la communication, afin qu'ils puissent venir partager leur parcours scolaire et professionnel dans les jours à venir. Restez connectés sur nos pages pour nous suivre. Allez-y sur notre site internet www.gandal224.com pour découvrir la cartographie qu'on y a publiée. Dans cette cartographie, vous allez voir toutes les universités, tous les instituts supérieurs qui sont en République de Guinée. Et je souhaite bonne chance à tous les bacheliers qui sont actuellement en train de faire leur choix dans GUPOL. Et surtout, je demande aussi à toutes celles et ceux qui vont passer le bac l'année prochaine de commencer à le préparer dès maintenant et surtout de commencer à se renseigner sur les filières maintenant. Parce qu'en Guinée, il y a certaines filières auxquelles on ne peut pas accéder si on n'a pas une certaine moyenne. C'est extrêmement important. Pour accéder à la filière ingénierie, je pense qu'il y a une certaine moyenne. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne connais plus la moyenne exactement. Donc, renseignez-vous, collectez toutes les infos nécessaires. Nous, à Gandal, nous allons faire notre part. N'hésitez pas à nous contacter via Facebook, via notre adresse email, bureau@gandal224.com et nous allons vous aider. Si nous n'avons pas la réponse à vos questions, nous allons essayer de trouver des spécialistes comme Alimatou qui vont pouvoir vous répondre. Merci à tout le monde et bonne soirée. À très bientôt sur nos pages.